Infinitésimal, imprévisible et irréversible, le kairos apparaît donc comme une réalité essentiellement fuyante et insaisissable. Et bien qu'on puisse en décrire les qualités, il semble difficile, voire impossible, d'en élaborer une détermination rationnelle. Pourtant, ce que nous aimerions tous, c'est justement une recette clé en main pour devenir expert en kairos, spécialiste dans l'art de mettre à profit les bonnes occasions. Nous voudrions savoir exactement en quoi consiste cette sorte d'intelligence pratique, rusée et multiforme, afin de pouvoir l'acquérir et s'en servir dès que c'est possible. Dans les faits, nous constatons d'ailleurs que certains d'entre nous disposent d'un véritable talent pour capturer l'instant décisif, alors que d'autres sont au contraire atteints d'une sorte de maladresse temporelle chronique qui leur fait systématiquement rater leurs entreprises. Nous voyons bien qu'il y a d'un côté d'habiles stratèges, forts d'un talent spécial pour intervenir à point nommé, et de l'autre d'incorrigibles gaffeurs qui agissent toujours à contretemps. Qu'ils échouent par excès de précipitation, comme le font les grands émotifs passionnés, trop pressés d'agir pour se retenir, ou qu'ils manquent le coche à cause de leur irrémédiable lenteur, comme c'est le cas des perpétuels indécis, dans les deux cas, ces professionnels de l'anachronisme manquent cruellement de finesse temporelle dans la conduite de leurs actions. Certains hommes atteignent donc le kairos et l'atteignent même mieux que d'autres. Faut-il n'y voir qu'une affaire de chance, celle-ci dispensant ses faveurs de façon ponctuelle et aléatoire? Cela semble douteux, car il apparaît clairement que quelques-uns se distinguent durablement par leur sens aiguisé de la propos. Ce n'est alors pas par hasard qu'ils tombent à pic, mais bien parce qu'ils disposent d'une vertu précieuse dont ils sont l'incarnation vivante, et qu'Aristote nommera phronésis, terme grec qu'on a le plus souvent traduit par prudence. Dans son Éthique à Nicomaque, traité pratique qui doit guider l'homme vers le bonheur, le philosophe considère ainsi que la meilleure façon de saisir ce qu'est la prudence, c'est de considérer quels sont les hommes que nous appelons les prudents. Il s'agit donc de s'interroger sur un certain type d'hommes dont l'histoire, la littérature et les légendes nous fournissent des modèles. Et peut-être trouverons-nous, en les étudiant, le moyen de leur ressembler. En somme, Aristote pourrait bien se révéler notre coach en kairos. Il affirme que le prudent est l'homme capable de bien délibérer, c'est-à-dire de choisir les bons moyens en vue des fins qu'il s'est prescrites. Il réfléchit posément, ne se jette pas tête baissée dans l'action, mais fait preuve de circonspection dans l'évaluation de chaque situation singulière. Car il sait que ceci est utile aujourd'hui, mais ne le sera pas demain, utile pour l'un, mais non pour l'autre, utile dans certaines circonstances, mais non dans d'autres. C'est pourquoi Aristote voit en lui non pas le jeune homme ardent et fougueux, mais l'homme d'expérience, à qui le temps a donné l'avantage de connaître une grande variété de circonstances particulières. Toutefois, il ne faut pas non plus s'imaginer l'homme prudent comme un vieux sage, devenu contemplatif parce que le temps lui aurait retiré son audace. La prudence ne désigne pas une sorte de tiédeur pusillanime, et le mot n'a pas la connotation péjorative que nous y voyons souvent de nos jours. Si l'homme prudent délibère longuement avant d'agir, il est rapide à accomplir les décisions qu'il a prises. C'est avant tout un pragmatique dont l'excellence porte sur des situations qui ne sont jamais les mêmes. Et on peut dire de lui qu'il possède l'intelligence de la contingence. En effet, pour Aristote, c'est l'indétermination et l'ambiguïté qui caractérisent le monde des hommes, parce que celui-ci est imparfait, soumis à la génération et à la corruption. Tout y est changeant et incertain, sous le sceau de la finitude, et les choses peuvent y être autres qu'elles ne sont, à la différence du domaine divin, où tout est parfait, incorruptible et immobile. La prudence renvoie en définitive à une double imperfection, celle de l'homme, qui, faute d'être un dieu, ne peut jamais tout savoir en ce qui concerne le cours des événements à venir, mais aussi celle du monde sublunaire, affecté par les caprices du temps et marqué par l'inachèvement. Mais au lieu de regretter que rien n'est assuré en ce monde, nous pouvons aussi y voir, avec enthousiasme, la possibilité pour l'action humaine de se déployer librement dans la réalité. Dans un monde qui serait régi par le destin et la volonté des dieux, tout serait écrit à l'avance. Et alors, à quoi bon se fatiguer à agir, puisque ce qui est écrit arriverait fatalement? Au contraire, en s'affranchissant de la volonté divine, l'action humaine devient libre, autonome et responsable. L'absence de destin est donc à envisager comme la charge de la liberté de l'homme, mais en même temps, surtout, comme son gage. C'est pourquoi il faut voir en la contingence une chance plutôt qu'un obstacle, celle de tirer parti des occasions favorables, et c'est exactement ce que fait l'homme du kairos. Homme d'expérience et homme d'action, le prudent sait ce qu'il faut faire et quand il faut le faire.
Le temps opportun représente pour lui un juste milieu entre deux extrêmes, ni trop tôt, ni trop tard. Mais ce milieu n'est jamais une moyenne arithmétique, c'est plutôt un point d'équilibre instable, un seuil mouvant, s'approchant tantôt de l'excès, tantôt du défaut. De là vient que le savoir de l'homme prudent n'est pas une science, car la science porte sur ce qui est universel et nécessaire, et l'on vient de voir qu'on ne délibère que sur ce qui est contingent, c'est-à-dire ce qui peut être autrement. Or, qu'elle ne soit pas une science rend la prudence impossible à enseigner. Elle n'est pas un discours théorique susceptible d'être exposé et expliqué en un ensemble de propositions qui s'enchaînent démonstrativement. D'ailleurs, un tel savoir ne conviendrait pas pour l'action, car il serait trop général, trop éloigné de la singularité des circonstances. En politique, par exemple, Aristote fait le constat d'un certain divorce entre théorie et pratique. Il distingue ainsi d'un côté des théoriciens inefficaces, comme les sophistes, et de l'autre des politiques, comme le grand Périclès, dont on pourrait penser qu'ils agissent par une sorte de capacité et par expérience plus que par raisonnement. La preuve en est, dit-il, qu'on ne les voit jamais écrire ou discourir sur de telles matières, pas plus que d'autre part nous ne les voyons avoir jamais fait des hommes d'État, de leurs propres enfants ou de certains de leurs amis. Le prudent est donc incapable de transmettre l'espèce de flair appliqué aux réalités mouvantes ou d'intuition spécifique dont il est doté, car l'expérience dont il dispose est un savoir vécu plutôt qu'appris.